Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bonsoir et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette 174e édition qui sera consacrée aux dernières nouvelles Star Wars. Je suis Jean-François et pour discuter des différents sujets ce soir, je suis accompagné de Danny. Bonsoir Danny. Bonsoir JF. Et de Fabien. Bonsoir Fabien. Salut JF, salut Danny. Alors, messieurs, quoi de neuf côté Star Wars ou côté geek? Danny, si on commence avec toi, car ça fait un petit bout qu'on t'a pas eu dans une émission. Ouais, en effet, j'ai regardé ça tantôt, puis à part le Comic-Con de Montréal, ma dernière émission que j'ai enregistrée, c'est le 23 mai, donc ça fait un méchant bout de temps. Disons que pas mal occupé, autant côté Star Wars en direct que côté geek, côté Star Wars en direct, ben... récemment, on sort beaucoup d'épisodes, c'est un peu débile. Il y a du montage, graphisme, poster des épisodes, etc. C'est beaucoup de choses. Autre chose côté Star Wars, j'étais rendu à la moitié du roman Black Spire. Pour l'instant, c'est correct. Je dirais que c'est une bonne introduction au parc. Puis c'est à peu près ça. J'ai des impressions d'Indiana Jones un peu. Là. Ouais, mais c'est vraiment une publicité pour le parc. Là. Ouais, c'est ça. À part ça, on fait quelques préparatifs pour, je pense, la 3e édition de l'Expo Galaxy de Jeff et Kim là, qui se déroule à Blainville. C'est le 25 au 29. Donc l'exposition est gratuite. Donc on devrait être là le samedi 28 surtout et dimanche 29. Mais on va avoir un enregistrement sur place normalement le 28 à 13h30. Donc, vous viendrez nous voir si vous êtes sur place. Côté geek non Star Wars, je continue à être un joueur de Donjons et Dragons dans une campagne en anglais avec des amis. Et puis, à chaque semaine, j'ai commencé à être Dungeon Master pour une propre campagne que moi, je conduis avec des amis francophones. Donc, je suis comme fucking vraiment, beaucoup occupé. Ah, je comprends ça. Cool. Et de ton côté, Fabien? Moi, j'ai fait une émission il y a un peu plus récemment, donc ça fait partie aussi de mon actualité, puisqu'on a enregistré le Star Wars en direct Résistance avec Sébastien, qu'on attendait depuis un petit moment de faire. Ça fait un petit moment qu'on aurait dû être fait, mais voilà, il est fait où on revient sur la première saison donc de Résistance. Avant la sortie de la saison 2 qui arrive pour le mois d'octobre. Et sinon, aujourd'hui d'ailleurs, j'ai reçu, ça fait un petit moment que je voulais l'acheter, puis je l'avais pas fait. En fait, j'avais commandé le Art of de l'épisode 8, et j'en ai profité pour précommander le Art of de l'épisode 9, comme ça au moins j'aurai la trilogie sur les trois, la nouvelle trilogie, j'aurai les 3 Art of en fait. Donc j'ai bien hâte de jeter un œil un peu plus à celui de l'épisode 8. Je sais pas si vous avez aussi commandé, je sais pas si c'est Jedi Fallen Order, le Art of, puis aussi celui de Rebels, mais sur Amazon, je reçois toujours des avis de délai. Donc je sais pas si, du moins celui de Rebels, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il devait paraître début octobre. Je pense que là, il me semble le dernier update que j'ai eu, c'est genre au mois de février ou mars. Enfin, la même. Ouais, c'est très loin, il était retardé. Ouais, c'est ça. Mais celui de Jedi Fallen Order, celui-là, il est supposé paraître la semaine que le jeu va paraître. Ok. Ouais, quelque chose me dit que celui de Fallen Order et celui de l'épisode 9, ils seront pas en retard. Ouais, c'est ça. Non, sûrement pas. Comme comme celui de Rise of Skywalker, il va paraître le 19 décembre, ça c'est sûr. De mon côté, moi c'est plus tranquille. J'ai fini le roman Black Spire, que j'ai trouvé très ordinaire. Donc on va en faire une critique dans un prochain épisode. Sinon, à part ça, côté Star Wars, c'est pas grand chose. C'est vraiment pas grand chose ces temps-ci, c'est vraiment tranquille. C'est ça, c'est mon WhatsApp. C'est assez short and sweet. Donc, on vous rappelle nos plus récentes émissions. Il y a le Star Wars Clone Wars numéro 45 où nous faisons un aperçu, pas un aperçu, mais un recap de l'histoire Umbara de la saison 4.
Et aussi le Star Wars Collectors numéro 18, où nous discutons des produits dérivés de Funko Pop, Kotobukiya et Tamashii Nations. Vous pouvez joindre... Je vais peut-être mentionner aussi un épisode spoiler qui est sorti qui est assez fou quand même. Ouais. C'est vrai. Et donc je n'écouterai pas. Non, c'est ça. Donc le spoiler numéro 18 qui contient le leak. Il y a un leak qui est sorti sur l'histoire du film Rise of Skywalker. Donc on vous avertit, si vous l'écoutez, il y a des bonnes chances que ça soit dans le film car les sources sont assez crédibles. On rappelle que vous pouvez joindre notre communauté live sur Discord. Donc, si vous voulez participer à nos émissions live, rejoignez notre serveur Discord. Et vous pouvez aussi montrer vos couleurs de Star Wars en direct en vous dirigeant sur notre site starwars.direct, section boutique, où vous pouvez vous procurer des t-shirts et certains produits dérivés Star Wars en direct. On remercie nos partenaires Mint Box, Star Wars Holonet, SiteClan.net, Planète Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que le Space Trash Show. Et sur ce, on va en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Juste avant de commencer les nouvelles que nous avons ce soir, on voudrait juste mentionner qu'il reste exactement 100 jours avant la sortie de Rise of Skywalker. Donc, ça s'en vient. Ça va vite. Ça va vite, ouais. Mais ici, en Amérique du Nord, par contre, parce que on précise qu'en France, il sort le mardi et pas le jeudi soir. Donc, il doit rester 98 jours. Ouais. En effet, malheureusement. Ouais. Aussi, on devrait avoir la nouvelle bande-annonce pour le film qui devrait paraître la semaine du 14 octobre, car elle est supposée être attachée au film Maleficent 2 qui, lui, paraît en salle le 16 octobre. Alors, plusieurs petites nouvelles ce soir à discuter. Si on commence avec côté série télévisée, bien sûr, la grosse série qui s'en vient, c'est The Mandalorian, et quelques images sont parues cette semaine grâce à Entertainment Weekly. Donc, Danny, je vais te laisser nous discuter de ces images. Oui, comme tu viens de dire, Entertainment Weekly a offert, du moins, c'est une édition pour cet automne qui était intitulée A New Hope for TV, qui est vraiment, on voit le Mandalorian sur la page couverture, il y a plusieurs articles, Fabien va vous en parler un peu davantage tout à l'heure, mais moi je vais surtout discuter des 3 images qui ont été dévoilées en ligne, donc je vais les mettre une après l'autre dans le chat. Donc, on va commencer avec la première. Donc, je vais la décrire pour ceux qui nous écoutent seulement en version podcast. Donc, la première, qui est probablement l'image qui a fait le plus parler les fans, c'est celle où est-ce qu'on voit le Mandalorian qui se bat contre 2 Trandoshan. Pour ceux qui se souviennent pas, les Trandoshan, c'est la race du chasseur de primes Bossk que l'on voit dans l'Empire contre-attaque, puis je crois aussi dans la série Clone Wars. Bon, The Mandalorian est au centre de l'image et tient son fusil un peu à l'horizontale à 2 mains pour bloquer un coup ça semble être une vibro-hache ou une vibro-lame ou un force spike d'un Trandoshan devant lui, tandis qu'il y a un second Trandoshan à l'arrière qui se prépare à faire comme un coup latéral ou un coup dans les côtes ou quelque chose comme ça au Mandalorian. La scène elle a l'air de se dérouler sur le bord d'une falaise ou dans une crevasse avec de la terre rougeâtre, là. Un peu comme dans le canyon sur Tatooine, un peu, là, si on se souvient dans A New Hope. Bon, pourquoi cette photo-là, elle fait beaucoup parler? Premièrement, c'est l'espèce d'effet diorama que la photo projette. Disons que la lentille du photographe qui a choisi l'ouverture, la distance focale, etc., et la distance du sujet donne une espèce d'effet de je sais pas comment ça s'appelle, les tilt shifts, là, une espèce d'effet de miniature. Ouais. Donc, disons que c'est peut-être pas le meilleur choix de lentille pour montrer dans un article comme ça, mais l'image en plus est tellement sharp, tellement précise que ça donne l'impression qu'on regarde une statuette de Hot Toys ou des figurines, etc. Ouais, c'est ça. On dirait vraiment que c'est des figurines. C'est ça, exactement. Donc, puis l'autre remarque aussi que j'ai entendue, je pense à 2 reprises, c'est que il y avait des gens qui trouvaient que pas les Mandalorians, les Trandoshan avaient l'air un peu des méchants du type Star Trek, la série originale, un peu pas assez travaillé, un peu trop
c'était juste maquillage quasiment là, comme méchant. Donc je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de cette image-là en tant que telle. Ben, moi, en soi, je suis déjà content que on retrouve enfin des races qui sont connues, en fait, et pas encore des nouvelles races d'aliens, mais dans d'autres contextes que les personnages qu'on connaît déjà, en fait. Donc, moi, c'est ça qui m'a le plus plu dans cette photo-là, le fait de voir des Trandoshan autres que Bossk, etc., et de les voir se battre. Je trouve que l'image est ultra dynamique. Je l'ai lu après, l'histoire du diorama. Moi, ça m'avait pas choqué sur le premier coup. Je peux comprendre pourquoi on a cette impression-là, mais je l'aime bien, moi, cette image-là, en tout cas. Ah, elle est très belle. Puis une chose que j'ai remarqué, c'est le costume du Mandalorian. Il y a beaucoup plus de couleurs que ce qu'on pouvait penser au début. Tu viens de me spoiler, j'allais de piquer ma phrase. J'attendais la prochaine image pour en parler, mais oui, c'est un des points que je veux revenir. Non, je suis d'accord avec ça. Non, c'est ça. Les images originales qu'on a vues, il semblait avoir un costume plus gris, chromé, mais quand même assez foncé. Puis là, on voit beaucoup de... Tu sais, on voit que comme son armure de son chest, c'est comme plus comme un rouge vin. Il y a comme... tu sais, il y a des couleurs. Il y a du vert, il y a du beige. Donc, il est beaucoup plus coloré que je m'attendais. Mais je pense qu'il y a deux costumes aussi, clairement, là. Du coup, c'est vraiment à se demander, est-ce qu'il y a différentes timelines dans la série? Est-ce que on va le voir comme dans une période un peu plus de ses débuts en tant que bounty hunter? Est-ce qu'il va y avoir est-ce que ça va être juste une évolution au sein de la série en gardant la même timeline ou pas? Enfin, ça, je trouve que c'est cet élément-là en particulier et des deux costumes, en fait, des deux armures, pose quand même pas mal de questions, en fait, sur au moins la temporalité de la saison 1, quoi. Il faut qu'il se lave aussi, hein. Faut qu'il lave son linge, donc. Certes. Mais moi, je l'aime, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'aime bien, cette version rouge un peu colorée. Je la préfère presque à la version chromée. Ouais, c'est comme un Boba Fett inversé, hein. C'est comme... Ouais, c'est ça. C'est peut-être même... Elle est moins clean, en fait. Elle est moins... elle est un peu plus... pas dark, mais un peu plus grungy, quoi. Est-ce que ça se pourrait que ce soit un autre Mandalorian puis pas le Mandalorian principal? Non, avec l'arme qu'on voit, je suis pas mal certain que c'est lui, ouais. Ouais, et puis le casque, il ressemble quand même... pour le coup, le casque, j'ai l'impression que c'est le même. Mais c'est le reste de l'armure qui change, mais... J'essaie de partir un argument, mais là, ça marche pas. Ouais, bien essayé. C'est ça. Puis l'autre chose que je dirais pour les auditeurs aussi, dans le cas des photos qu'on va montrer ce soir, c'est vraiment un photographe sur un plateau de tournage. Donc, les couleurs qu'on voit là, c'est pas les couleurs qu'on va avoir à l'écran. Tout va être recolorisé. Ça va être beaucoup plus désaturé que ça. Là, on a vraiment des couleurs de photographes qui ont rehaussé pour un magazine. Là. Fait que attendez-vous pas à ce que ce soit comme des screenshots de qu'est-ce qu'on va voir dans l'émission. Probablement que la caméra est dans un autre angle qu'on voit pas, ça sera pas le même angle que qu'est-ce qu'on voit là. C'est sûr, mais je me demande à quel point l'équipe marketing a eu son mot à dire aussi sur les photos et donc sur aussi le traitement de la photo et le traitement de l'image. J'imagine que, alors t'as tout à fait raison, c'est-à-dire que ça sera clairement pas la colorimétrie exacte de la série finale, mais j'imagine que le marketing a dû quand même passer derrière en disant ça c'est trop saturé ou pas saturé, ou du moins que ça ressemble un minimum quand même à ce qu'on ouais, parce que si on regarde, on va en parler un peu plus tard, mais la figurine Black Series du Mandalorian qui est parue, l'image de la photo de la figurine, je veux dire, là, c'est le même costume parce que les couleurs matchent, mais c'est plus foncé que ce qu'on voit sur l'image. Prochaine image. Oui, je mets ça dans le chat. Donc, dans cette image-là, on voit Cara Dune à la gauche et Mandalorian à la droite sont en position de combat un peu à main nue. Semblent regarder leur adversaire. J'imagine que la caméra est à cet endroit-là pour la série. Les deux semblent être dans un bâtiment... d'après la courbure des murs, peut-être dans un dôme ou un hangar quelconque. Clairement, ça a l'air d'être durant la nuit ou la soirée. À la droite de l'image aussi, il y a un cylindre, une espèce de cylindre où est-ce qu'il y a une couleur bleue, une lueur bleue qui sort, comme si c'était un générateur d'énergie ou quelque chose comme ça. Ouais. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est à part le changement d'armure que Fabien va mentionner, ou la différence, c'est que le pied
du Mandalorian, l'avant-jambe qui est en avant a l'air d'être vraiment une couleur différente du reste. Comme si un brun rougeâtre, un peu comme la terre rouge qu'on voit dans la photo précédente. Un peu comme s'il aurait mis son pied dans un trou de bouette ou quelque chose, je sais pas trop. On dirait pas que c'est la même botte qu'il y a. On dirait que c'est non, exactement. Autre, malgré que si on regarde la photo précédente, l'espèce de marque rouge est là quand même sur cet avant-jambe-là. Ce tibia-là. Ouais. Mais tu vois, là, il y a pas, sur la nouvelle photo, il y a pas, voyons, comme les genres de padding qu'il y a sur le haut de la botte, là, comme à hauteur du genou, là. Il n'y a pas ça sur cette photo-là, qu'on voit dans la première photo. Quelques éléments différents. Ouais, c'est ça. Malgus qui s'y connaît quand même un petit peu en armure et pour avoir quand même été le CEO de la 501st, nous dit que sur les 2 costumes montrés du Mandalorian, on reconnaît plusieurs morceaux de l'armure du Shore Trooper et du Storm Trooper, notamment au niveau des cuisses, de l'épaule et du mollet. Donc c'est vrai qu'il y a des pièces en fait d'armure qui sont reconnaissables et qui viennent directement d'autres armures un peu plus classiques, en fait. Ben, ça ferait un peu logique, étant donné la période qui est post-Empire. Donc, ils ramassent des morceaux, puis ils peuvent se faire des armures avec ça. Parce que si tu regardes les 2 photos, sur la cuisse gauche du Mandalorian, c'est quand même une plaque chromée dans les 2 cas, mais dans le cas de l'image précédente, la plaque sur sa cuisse droite, c'est les mêmes patterns dessus, mais elle est chromée versus être rouge. Donc, c'est une différence un peu, là. Sinon, par rapport à cette image-là, c'est clairement le même décor, en fait, où on a découvert Cara Dune dans la bande-annonce. C'est-à-dire que dans la bande-annonce, il y a Cara Dune à un moment où on la voit, en fait, à un moment, je sais plus si c'est le premier plan où on la voit dans la bande-annonce ou un autre, mais elle est assise, et on voit justement ces espèces de cylindre avec les trucs d'énergie un peu derrière ou de puits ou on sait pas trop c'est quoi. Elle est assise adossée à ce truc-là, il me semble. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se passe à cet endroit-là. En effet, j'avais pas remarqué ça. Est-ce que c'est ou non? Non, je pense pas. Je verrais bien comme le Mandalorian qui vient la délivrer, comme si elle était prisonnière dans ce truc-là ou quelque chose comme ça. C'est un peu le feeling que j'avais de ce plan-là dans la bande-annonce, puis ça me confirme un peu dans mon sentiment, cette image-là. Excellent. J'envoie la 3e image. Là, ça va plus un peu dans le champêtre, je dirais. Donc, la 3e image, c'est vraiment comme une scène champêtre en soirée lors d'un coucher de soleil. Du moins, le soleil est très bas. Où The Mandalorian est debout à côté sur le bord d'une porte d'une espèce de hutte en bois tressé dans le milieu d'un champ. T'as Cara Dune qui est installée sur une caisse de bois, les pieds en l'air, sur un seau d'eau renversé avec un breuvage à la main. Et puis, debout dans l'entrée de la hutte, on nous dévoile le personnage de Omera, qui va être joué par Julia Jones, qui est une actrice américaine née à Boston. Est surtout connue pour son rôle c'est Leah Clearwater dans la série Twilight. Je crois elle joue un loup-garou, quelque chose comme ça. Et plus récemment, elle jouait le rôle dans Westworld de Kohana, dans la série Westworld de HBO. Donc, je trouve que c'est une scène très, très autochtone. S'ils voulaient rajouter au style western, il manque pas la cible. Là. C'est vraiment très, très autochtone comme scène. Ouais, il y a une espèce de sentiment un peu pas de bien-être, mais de calme, en fait, qui contraste assez avec toutes les autres images qu'on a eues jusqu'à présent, que ce soit la bande-annonce qui est quand même assez rythmée et assez dans l'action, que ce soit les 2 autres photos qui sont en posture de combat. Là, on a quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, etc. Et j'aime assez, en fait, cette image-là. Et il me semble que le personnage, donc joué par Julia Jones, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est elle qu'on voit aussi dans la bande-annonce en train de protéger une enfant, comme dans un espèce de marais ou marécage ou quelque chose comme ça, en fait. Oui. C'est vrai. Il me semble que c'est ce personnage-là. Ouais. Effectivement. Donc on apprend finalement que c'est quelqu'un de proche du Mandalorien finalement et pas juste parce que moi c'était une de mes questions suite
au visionnement du trailer, en fait, c'était qui était ce personnage-là. Puis là, du moins, on apprend visiblement qu'elle est du côté du Mandalorian. Mm-hmm. Ouais. On ira pas dans les espèces de spoilers qu'on peut penser qu'on a entendu, mais il y a quelques liens possibles à faire avec cette scène-là que tu parles et cette personne-là. Là. J'ai pas trop suivi les spoilers, peut-être. Donc, vous inquiétez pas, ce n'est que des spéculations que je peux vous dire. Je n'ai suivi aucun spoiler, juste les informations offertes par. On dirait une scène de fin d'épisode. C'est relax. Dans le prochain épisode, ça va continuer. Là. J'espère que c'est pas l'image de fin de saison, par exemple. Ouais, ça serait mal joué. Hein. Ça serait un peu cheap de nous mettre ça en avant comme ça. Mm-hmm. On peut imaginer qu'ils sont en train de regarder la petite fille, parce que si c'est si c'est bien elle qui protégeait la petite fille dans la bande-annonce, ils regardent tous plus ou moins dans la même direction. Moi, j'imagine bien la petite fille en train de jouer en extérieur toute seule ou quelque chose. En effet. Ça ajouterait au côté un peu bucolique de la scène. Je trouve. On entend les petits oiseaux, le vent. Fait que c'était à peu près ça les 3 images. Comme je disais tout à l'heure, je pense pas qu'on va voir les plans exactement du même angle dans la série, puis la colorimétrie va être différente, etc. Ouais. Mais bon, c'est quand même des belles photos pour nous teaser, disons-le. Cool, excellent. Merci. Et Fabien, je sais que les 3 images que Danny a parlé, ils viennent d'un article ou de plusieurs articles qui ont été publiés par Entertainment Weekly. Donc, on apprend, entre autres, que le Mandalorian va explorer les origines du Premier Ordre, mais aussi d'autres petits détails que tu aimerais aborder. C'est ça. Donc en fait, ils ont profité un peu sur leur sortie magazine, ils ont fait une couverture sur le Mandalorian. D'ailleurs, la couverture est vraiment très belle, où on voit c'est un gros plan sur le casque du Mandalorian vu de face, etc. Elle est très très iconique, je trouve, cette image, parce que elle fait directement appel à l'imagerie qu'on a du Mandalorian en général, c'est-à-dire avant même la série, quoi. C'est vraiment le casque pur et dur Mandalorian. Et donc ils ont sorti une coupe de petits d'articles. On n'y apprend pas grand chose. On a aussi une vidéo d'interview du cast principal qui est là, mais ils ont quand même distillé quelques éléments, pas d'intrigue, mais des éléments un peu de background, etc. autour de la série, dont certains dont on se doutait un petit peu, je dirais. Tout d'abord, le premier article nous apprend effectivement donc un peu plus qu'on devrait en apprendre un peu plus sur la création du Premier Ordre. Mais j'ai envie de dire que ça, on s'en doutait un petit peu, enfin du moins de par la période où se déroule l'action. Donc on le rappelle, c'est 5 ans après le retour du Jedi. Donc on sait que l'Empire est est en train de chuter. On sait pas encore s'il est complètement détruit ou pas. Donc on sait que forcément pour The Force Awakens, le Premier Ordre est déjà là, puis il est déjà quand même bien équipé, et puis c'est ce que Jon Favreau dit dans l'article, c'est que quand on le voit dans l'épisode 7, le Premier Ordre est déjà bien en place avec un certain nombre de moyens, donc c'est sûr qu'il laisse sous-entendre qu'on devrait les voir comment il récupère un peu tous ces moyens-là, en fait. Donc on peut imaginer, comme on a vu un peu dans la bande-annonce, on sait qu'il va y avoir une espèce de réminiscence de l'Empire avec le personnage de Giancarlo Esposito et donc de son armée, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc on sait que c'est un peu les ruines de l'Empire, donc est-ce qu'on va voir sûrement à la fin de la saison ou quelque part, ou je pense que ça va être plus comme des espèces de petits bonbons qu'on va nous donner, des choses qu'on va entendre d'histoire, plus que de voir réellement le général Hux en train de recruter une armée. C'est ça, faut pas des masses. C'est ça, faut pas s'attendre à voir Snoke ou rien de ça, là. Ça c'est non, clair. c'est ça, j'y crois pas du tout. Par contre, qu'on entende parler petit à petit du Premier Ordre au fur et à mesure de la saison, ça me semblerait logique, et puis je pense que c'est un peu ça. J'aime bien, en fait, une chose que dit Favreau dans l'article, il dit « Ce n'est pas en détruisant 2 étoiles noires que l'on transforme l'univers d'un coup en univers de good guys. » Donc c'est sûr que à la fin du retour du Jedi, c'est pas pour autant que tout va bien, que la Nouvelle République est en place, que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et c'est un peu forcément là-dessus que le Premier Ordre va commencer à se créer, en fait. On peut supposer que ça va être plusieurs
leaders, un peu comme le personnage de Giancarlo Esposito, qui vont peut-être s'assembler ensemble ou quelque chose comme ça. C'est des leaders régionaux qui vont peut-être s'assembler ensemble pour former le premier ordre. Là. Ouais. Probablement, ouais. Moi, j'ai pas lu Bloodline et Aftermath. A priori, il est question aussi un peu de la formation du premier ordre à ce moment-là, mais ce qu'ils expliquent, c'est vraiment que ça arrive quand même bien avant ces livres-là, donc voilà. J'aime bien aussi, ils comparent ça un peu comme à la période de la chute de l'Empire romain, ou aussi à l'époque du Far West, où finalement il y avait plus vraiment de gouvernance à ce moment-là, il y avait vraiment moins de règles, donc c'était un peu le chaos, etc. Donc c'est des choses que j'ai trouvé intéressant en fait dans la façon dont il parle de ça. Sinon, dans les autres choses en fait qui ont été discutées, il a aussi été question de la difficulté de faire jouer un perso qui va rester principalement casqué. C'est-à-dire qu'on nous fait entendre que visiblement, peut-être qu'à un moment donné, il va enlever le casque, mais que dans au moins 3/4 de la série, il va garder le casque. Donc il faut rendre le personnage principal quand même expressif, donc c'est pas facile. Donc ça, il discute de ça, puis il précise que l'expérience de Favreau avec Iron Man, parce qu'on rappelle qu'il a réalisé, je crois que c'est le premier Iron Man, les deux premiers, a pu notamment aider là-dessus en fait. Puis Favreau je sais plus si c'est Favreau ou Filoni qui explique dans l'article, non je crois que c'est Favreau, qui dit que de toute façon c'est une des caractéristiques principales de Star Wars, et notamment il dit que l'un de ses personnages préférés ça reste R2D2, qui est aussi un personnage qui n'a pas de visage, qui n'est pas anthropomorphique, mais qu'on arrive quand même à donner des expressions en fait facilement. Donc ça c'est une des choses dont il parle, que j'ai trouvé intéressante en fait, ce côté de jouer avec la difficulté de jouer avec un personnage qui va toujours être casqué, et donc finalement qui a toujours les mêmes phases. Donc tu peux pas jouer avec les expressions faciales et ce genre de choses là quoi. Donc sinon, qu'est-ce qu'on a appris d'autre ? On a appris aussi qu'on devrait en savoir un peu plus sur la culture mandalorienne. Il y a eu vous avez peut-être vu partager cet article qui dit en quoi le Mandalorien n'est pas Boba Fett. Donc déjà le titre est un peu putaclic selon moi, parce que effectivement c'est pas Boba Fett, donc c'est pas lui. Mais en gros, la seule chose que j'ai retenue un peu de cet article-là, c'est qu'on devrait explorer la culture mandalorienne, ce qui me fait me demander si on va aller sur Mandalore, d'une façon ou d'une autre, avec des flashbacks ou quelque chose. Il y a déjà la mention, du moins dans le clip qu'on a vu à Célébration, du matériau qui est de très grande valeur, ils s'en servent pour leur armure, pour leur vaisseau, etc. Puis c'est rendu une denrée très rare. D'après le clip, ils s'en servent pour payer le Mandalorian. C'est une valeur très, très... j'essaie de retrouver le nom, là. Je t'aiderai pas, moi j'ai Beskar, pas vu les Clone Wars, donc du Beskar. Ok. Donc ouais, c'est ça. Donc on peut se poser la question en fait de savoir si on va en entendre parler, enfin on va aller sur Mandalore ou pas. J'avoue que je serais curieux en fait. Ça a jamais été un de mes trucs préférés en fait, l'arc des Mandalore et tout ça. Puis ça m'a assez perdu parce que j'ai pas vu tous les Clone Wars, mais je serais quand même curieux qu'on développe un peu plus ça dans une série comme ça quoi. Je sais pas ce que vous en pensez un peu de tout ça. Oui, moi non plus, j'étais pas nécessairement ultra fan des Mandaloriens. Je trouvais que ça devenait compliqué. Puis il y avait aussi tout ce que Karen Traviss avait fait auparavant qui a été éliminé. Donc j'ai tout mélangé dans ma tête. Qu'est-ce qu'elle avait écrit, puis qu'est-ce qu'il y a eu après dans Clone Wars. Puis la Lune, les planètes. Faudrait que je réécoute la série, en fait. Parce que en plus, il va y avoir certains arcs dans la dernière saison de Clone Wars qui vont avoir rapport avec ça. Donc, il faudrait vraiment que je m'y remette pour tout faire du ménage dans ma tête de toutes les timelines, tout ce qui est canon et pas canon. Parce que pour moi, c'est encore mêlé un peu. Là. Je suis pas le grand expert des Mandaloriens, disons. Là. Ouais. Okay. Puis donc, finalement, on a eu aussi un article qui présente un petit peu plus les personnages, mais alors ça, présenter un petit peu plus, c'est un grand mot, parce qu'à chaque fois, il y a 2 phrases, mais à la rigueur, il y a quand même une ou 2 informations qui étaient intéressantes. On sait que le Mandalo est présenté comme un dark héros, plutôt solitaire, et qui devra dépasser ses limites classiques du good guy, donc un peu ce à quoi on s'attend finalement. Et par contre, une des choses qui était intéressante, c'est que il est révélé que oui, le Mandalorien a un autre nom que Mandalorien, et que oui, a priori, on devrait l'apprendre pendant la saison 1.
ou du moins pendant le show. Je ne sais pas, c'est pas précisé si ce sera pendant la saison 1 ou pendant une autre. Donc ça, c'était une des questions qu'on pouvait se poser, est-ce qu'on allait l'appeler The Mandalorian pendant toute la saison ou pas? Tant qu'il s'appelle pas Boba Fett, là, je suis correct. Ouais, non, a priori, là, je pense que suite à l'article et plus ou moins ce que dit Jon Favreau, je pense qu'on risque rien de ce côté-là, quoi. Mais j'espère qu'ils vont pas nous sortir une excuse à la con, ou faire le fils de je sais pas quel personnage qu'on aura vu dans je sais pas quel truc. C'est Rex. Ah ouais. Et ça serait quand même un peu forcé quand même. Mais avec Filoni, je m'attends à tout parce qu'il est il a quand même le chic pour nous remettre des personnages issus de ses autres séries. Enfin, avec Rebels, il a fait le forcing sur certains persos qu'il a remis c'est des anciens persos de Clone Wars qu'il a remis dans Rebels, etc. Donc, je serais vraiment pas surpris avec lui qu'il ait réutilisé des persos de Clone Wars, par exemple, et qu'on finalement on apprenne que c'est tel ou tel perso qu'on a vu dans je sais pas quelle saison. Enfin, ça va être le cousin de Sabine ou un affaire de même. Là. Ouais, c'est ça. Ça serait vraiment mauvais. J'aime beaucoup le commentaire de Malgus dans le chat qui dit que Boba Fett et Jango Fett sont même pas des Mandaloriens, en fait, ils font juste porter l'armure. Puis ça, c'est vrai que dans son cas, lui, il a l'air d'être un vrai Mandalorien versus ceux qu'on connaît qui font juste porter l'armure. C'est ça, en plus. Au niveau des autres personnages, on a appris que Cara Dune on a appris, je pense qu'on le savait déjà, mais il s'est confirmé qu'elle a combattu pour la rébellion. Sinon, on en a appris, et donc un peu plus, je l'ai mentionné tout à l'heure, je sais plus si on l'avait déjà dit, mais le personnage de Giancarlo Esposito, donc son nom s'appelle le Moff Gideon, ou Gideon, j'imagine que ça va être Gideon. Donc il y a un ancien Moff, il le présente un peu comme quelqu'un d'ambitieux, mais qui a toujours son armée, donc il s'en profite un peu comme ce qu'on pouvait comparer dans l'ancien univers étendu aux anciens seigneurs de guerre et tout, quelque chose comme ça. J'ai un peu comme ça que je le perçois, mais en moins gros peut-être, mais il reste à avoir son armée qui est fidèle à lui, de l'Empire, etc. J'imagine, voilà, c'est ça, j'imagine facilement un Moff qui reste un seul Star Destroyer, puis il a toute son armée avec lui, quelques vaisseaux taille, peut-être quelques marcheurs, etc. Puis il se promène dans son secteur, puis il contrôle son secteur. That's it. Ouais, c'est ça. C'est un ancien gouverneur, puis il veut pas finalement perdre la gouvernance de son secteur, donc même après la chute de l'Empire, il doit vouloir garder un espèce de contrôle autour de ça. J'y vois bien ça, un truc comme ça, ouais. Et sinon, on a appris donc que autre personnage, IG-11, sera doublé par Taika Waititi, donc le réalisateur néo-zélandais qui sort en ce moment un film au cinéma qui s'appelle Jojo Rabbit, donc qui avait déjà fait du doublage en fait, notamment dans Thor. Il est le personnage qui s'appelle Kor, K-O-R, qui est un espèce d'alien en roche, qui fait beaucoup de blagues. Ouais, celui qui est comme en roche, là. Ouais, c'est ça, ouais. Qui est un peu... puis c'est vraiment un alien comique, en fait. Vraiment un comic relief du film. Je pense qu'on peut s'attendre à ce que IG-11 soit un peu comme ça, parce que, en général, quand il double des trucs, Taika Waititi, c'est un peu plus humoristique. Donc j'étais un peu curieux, en fait. Ils le présentent même, ils disent même que, d'après ce que j'ai compris, même à l'intérieur de la série, les gens le confondent avec IG-88. C'est-à-dire comme en vrai. Et ça, je trouve ça assez drôle quand même, en fait. C'est bon. Je trouve ça assez méta, en fait, comme truc. Donc, tu dis que dans l'histoire, les gens pensent que c'est IG-88, mais c'est vraiment pas ça. Puis lui, il profite du fait que les gens s'énerver ou quelque chose comme ça. Il prend la gloire, là, tu sais. C'est ça. Il laisse sous-entendre ça dans l'article, donc j'imagine bon. à vérifier si c'est le cas ou pas. Mais comme tu disais, c'est Jojo Rabbit, le film qui est réalisé. Il joue un autre personnage comédie qui est en fait Hitler, qui est comme un ennemi imaginaire d'un petit gars, mais c'est Hitler qui fait des niaiseries, là, c'est imaginé, là. Ouais, Hitler très, très satirique, très comique. Si vous avez l'occasion d'aller voir la bande-annonce, d'ailleurs, c'est un petit hors-sujet Star Wars, mais ça a l'air vraiment très drôle.
Voilà, c'est un peu tout ce que moi j'ai noté en tout cas sur les articles qu'on a vus. Si un petit rappel aussi, c'est que Favreau laisse sous-entendre qu'a priori il était un peu frustré de pas pouvoir réaliser un épisode de la saison 1 du fait qu'il travaillait sur le Roi Lion, donc il aimerait réaliser au moins un épisode de la saison 2. Alors pour l'instant Disney n'a toujours pas officiellement confirmé la saison 2, mais j'imagine que par cette déclaration ça sous-entend qu'il y aura bien effectivement une saison 2. Parce que dans l'article il dit qu'ils sont dans l'écriture, sont en train de préparer le tournage qui débute dans quelques semaines. C'est ça. Donc si Disney ils ont pas rien officialisé, oups. Ouais, c'est ça, c'est plus ou moins une révélation qu'effectivement il y aura bien une saison 2 quoi. Donc voilà, pour rappel, c'est quand même une série qui a un budget de 100 millions pour des épisodes, ce qui est quand même vraiment un gros budget pour une série télé, notamment pour une première saison d'une série télé, puis qui est prévue donc à la sortie de Disney+ en Day One en fait, le 12 novembre prochain aux US et au Canada. Et aux Pays-Bas. Alors, ne me demandez pas pourquoi les Pays-Bas ont droit à cette faveur en Europe. Mais on n'a toujours pas de date pour le reste de l'Europe et notamment la France. A priori, ça serait le printemps 2020. Cool. Quel bon lien avec le prochain article. T'as vu ça? Transition, fantastique. Tout ça. D'ailleurs, on a eu quelques informations via un article de Mint Inbox par rapport à Disney+ en France. Pas une date, mais le fait que ils ont mis en lumière qu'il y a des fortes chances que certains films Star Wars soient pas disponibles sur la plateforme Disney+ lors du lancement à cause de certaines lois, certains règlements qui stipulent que les films qui sortent au cinéma ne peuvent pas être disponibles sur des catalogues de plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime, etc. avant 3 ans. Donc, tous les films Star Wars, par exemple, après Rogue One, ne serait pas disponible lors du lancement au début 2020. Puis une chose qui mentionne aussi dans l'article qui est encore pire, c'est qu'en France, les droits de diffusion sont détenus par TF1. TF1, c'est comme l'équivalent de Radio-Canada ici, j'imagine. Ouais, à peu près, ouais. C'est la chaîne nationale. C'est eux, TF1, qui ont les droits sur Star Wars jusqu'en 2024. Donc, est-ce que Disney va forcer un bris de contrat, quitte à avoir des pénalités ou pour avoir les droits pour pouvoir mettre ça sur Disney+. Est-ce qu'ils pensent faire plus d'argent en brisant un contrat puis en distribuant sur leur propre plateforme? On le sait pas. On va le voir. C'est une histoire à suivre. Mais les amis français, armez-vous de patience. Mais je suis certain que avec toutes les séries télé qui vont sortir directement sur Disney+, Mandalorian, Cassian Andor, Obi-Wan, je pense que ça va vous garder occupé. Ne vous en faites pas trop. Ouais, puis ça va venir assez vite. Si vous êtes fan de Marvel ou quoi, il va y avoir toutes les séries Marvel aussi. Ouais, ça s'applique à toutes les séries de Disney, en effet, ouais. Puis honnêtement, je pense pas que on va prendre Disney+ pour avoir les films, parce que enfin, du moins les fans en tout cas, parce que généralement les fans ont au moins les DVD, les Blu-ray, les ci, les ça, donc je pense pas que ça soit un problème. Mais par rapport à l'histoire de TF1, en fait, moi je me pose la question parce que là ils ont annoncé en France qu'il va y avoir un service de streaming qui va être lancé par les principales chaînes de télévision françaises pour contrecarrer Disney+, Netflix, etc. Qui a l'air d'être un truc complètement pété, qui va coûter cher avec des émissions à la con. Dont personne ne regarde si ce n'est ma grand-mère ou ma grande-tante, quoi. Donc est-ce que il prévoit du fait d'avoir la licence de réussir à mettre ça sur cette plateforme-là ou pas aussi? C'est une vraie question que je me pose. Un genre de Crave TV, comme on a ici, qui est vraiment c'est Bell Media, mais c'est vraiment ils prennent des émissions d'un peu partout, là. Ouais, et puis à chaque fois qu'ils annoncent il y a une nouvelle news sur cette plateforme-là, à chaque fois c'est la blague, quoi. Ça paraît de plus en plus ridicule ce truc-là, donc bon, on va voir un peu comment ça se passe. Une chose qui est, je sais qu'on n'a pas beaucoup parlé, même quand on a parlé de Disney+, mais que je trouve vraiment impressionnant et vraiment agressif de la part de Disney, c'est que ils ne chargent pas plus cher pour avoir la version 4K, hein, contrairement à Netflix. Mais non seulement tu vas avoir la version 4K, mais tu vas avoir HDR, fait que ça va être compatible HDR, puis Dolby Atmos pour le son. Ça veut dire là tu vas avoir ça va être vraiment de la qualité d'un Blu-ray 4K. D'un Blu-ray 4K, là, ça veut dire que si tu as le cinéma maison, là, tu vas avoir vraiment le son
comme tu l'as été supposé avoir là, sur un Blu-ray 4K. Ce qui est pas en ce moment avec iTunes ou Netflix, t'as l'image 4K, mais le son, c'est le son Dolby Digital normal. Là. Donc c'est super agressif. En plus, c'est pas plus cher. C'est wow, Disney il niaise pas là. On parle, nous, on se focalise principalement sur Star Wars, mais faut pas oublier que Disney+, quand même, ils ont un catalogue de fou, ne serait-ce que de Disney, quoi. Pas plus tard qu'aujourd'hui, ils ont repartagé un truc sur le compte de Disney+, sur Twitter, qui a un petit peu affolé, mais que moi j'ai partagé, qui a un petit peu affolé les gens qui me suivent. C'est genre, il va y avoir toutes les séries de notre enfance, la bande à Picsou, les Rangers du Risque, Super Baloo, Mighty Max, ces trucs-là, quoi. Donc ça vient chercher forcément en plus la nostalgie des gens de nos âges, en plus de tout le reste, des nouvelles séries, des nouveaux contenus qu'ils produisent déjà depuis pas mal d'années sur Disney XD, etc. Donc je pense qu'il y en a vraiment pour tous les âges, pour tous les goûts en fait sur Disney+. Puis moi c'est sûr ils m'ont eu quoi. Day One je l'ai. Et rajouter 20th Century Fox, le catalogue éternel. Sauf tout ce qui est R, rated R. Ouais, non, ouais. Fait pas d'Alien, pas de Prédateur, pas rien de ça, là. Ouais, mais je veux dire, le bundle, s'ils le sortent partout, le Simpsons, bundle avec Hulu et tout, là. Ouais, et Dragon Elvish mentionne aussi les Simpsons. Ça, c'est un gros. Ouais, parce que ça, ils l'ont dit, Day One, les Simpsons, ça va être disponible. Cool. Parfait, alors, c'est tout ce que nous avions côté séries télévisées. Ensuite, nous allons passer avec une nouvelle qui ramène un peu... on parlait de nostalgie, je vais mettre l'image sur le forum. Alors, le retour de Kyle Katarn avec la version remasterisée, qui n'est pas vraiment remasterisée, de Jedi Knight 2, Jedi Outcast, un des meilleurs jeux Star Wars qui a été produit sous LucasArts. Donc, le jeu va paraître sur console... Switch et PS4 le 24 septembre prochain. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est seulement la campagne qui va être disponible, donc le mode multijoueur ne sera pas disponible. Cependant, la suite de Jedi Outcast, qui est Jedi Knight Jedi Academy, sera disponible en 2020 et il va y avoir la campagne et le multijoueur qui va être disponible. Les nouvelles versions de ces deux jeux c'est la compagnie Aspyr qui s'en occupe. Tout ce qu'on nous dit, c'est qu'ils vont juste comme clairer l'image pour que ça ait comme un effet HD. Donc, il y aura pas comme les grains pis tout ça. Les grains, comme on verra pas les petits pixels pis tout, là, ça devrait être clean comme image. Donc, comme le filtrage finalement. Pourquoi le monde, je sais qu'il y a du monde qui se demandait pourquoi il n'y a pas de version Xbox. Ben, c'est que les deux jeux sont présentement disponible dans ce qu'on appelle le Xbox Game Pass ou même aussi le Xbox Backward Compatible. Donc, tu peux jouer les jeux de la Xbox 360, de la première Xbox sur Xbox One. Donc, ces deux jeux sont déjà disponibles dans ce catalogue. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas la version remasterisée. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont décidé de refaire, pas de refaire, mais de ressortir Jedi Knight 2. Parce que c'est pas du tout canon, mais pas du tout. Hein, ça va vous montrer c'était quoi l'époque de la Nouvelle République avant le nouveau canon qui a été instauré il y a quelques années. Parce que Kyle Katarn, c'était lui qui avait trouvé les plans de la première étoile noire, hein, qui avait aidé les rebelles à se procurer les plans. Donc, il y aura pas de... Tu sais, vous allez voir, ceux qui ont jamais joué le jeu, là, vous allez voir c'est quoi les restants de l'Empire, les Dark Jedi, le personnage qui est Jan Ors qui est avec Kyle Katarn. Donc, en tout cas, c'est un coup de nostalgie, vraiment. Là. C'est dans celui qu'il y avait une femme impériale qui avait défecté aussi. C'est-tu là-dedans? C'est dans celui-là ou les dans cheveux le blonds? premier? Non, ça c'était... comment ça s'appelle? Force Unleashed. Force Unleashed. Force Unleashed, ok, excusez-moi. C'était parmi les jeux que j'ai le plus joué de Star Wars quand j'étais adolescent. Si on ajoute Star Wars Racer avec ça, donc je suis quand même, ça m'a fait bizarre de revoir ça, puis ça m'a fait rire, mais honnêtement de voir les vidéos, c'est toujours, enfin c'est vraiment daté quoi. J'aurais aimé à la rigueur qu'ils fassent un espèce de
remix ou enfin un remaster un peu plus que juste cleaner un peu l'image quoi. Par contre là où je suis surpris c'est le fait qu'ils remettent le multijoueur de Jedi Academy qui était à l'époque un des premiers multijoueurs vraiment assez démocratisé sur internet etc. Et je me rappelle avoir passé quand même pas mal d'heures sur le multijoueur et j'ai de très bons souvenirs en fait de ce multijoueur et de mon personnage que je m'étais créé. Donc pour rappel en fait pour ceux qui ne connaissent pas en fait le multijoueur tu créais un personnage un Jedi ou un Sith etc. Puis t'allais buter c'était un team match quoi puis t'allais tuer les autres Jedi en fait avec des sauts etc. C'était vraiment très très basic mais c'était quand même assez fun à l'époque. Je pense que j'ai jamais joué à Jedi Knight. Surprenamment. Il est vraiment le fun. Peut-être le premier mais le nombre de fois que je dessinais le logo sur mes feuilles à l'école, parce que c'était vraiment dans ce moment-là, là, le logo, je le connaissais par cœur en dessin. Là. C'est d'ailleurs un des meilleurs logos, je trouve, qui a été fait pour les jeux, etc. Là. Ouais, c'est le JK en forme de sable laser. Ouais, c'est ça. Ouais, avec l'espèce de rond autour, etc. Enfin, c'est vraiment cool, quoi. Mais j'essaie de comprendre pourquoi ils sortent ça encore. C'est comme... Tu peux faire des combats de sable dans Battlefront, etc. Donc... J'ai aucune idée, honnêtement. Moi, je pense que c'est juste on veut sortir des jeux Star Wars sur la Switch. Moi, je pense que c'est ça, mais pourtant, il me semble qu'il y a plein d'autres jeux que tu peux sortir. Tu sais, t'aurais pu au moins refaire... Je comprends pourquoi ils ont pas pris Force Unleashed, parce que Force Unleashed, c'est plus canon, puis là, ils veulent pas que le monde soit confus. Parce que, tu sais, il y a Jedi Fallen Order qui sort, puis le héros, tu sais, il se ressemble un peu. Fait que ça, je peux comprendre. Mais... Me semble que s'ils avaient sorti les Lego Star Wars sur Switch, ça aurait été plus logique. Ouais. Me semble que ça s'y prêtait un peu plus sur Switch, que c'est toujours canon, que je sais pas là. C'est plus le public aussi, là. C'est le type de public à jouer plus à ça. Là. Ouais, mais écoute, c'est un jeu qui est le fun à jouer. Je veux dire, Jedi Knight 2, il y a quoi, 15 ans à peu près, là, mais c'est... En tout cas, c'est sûr, si je recommence à le jouer, je vais être comme, ouais, ok, finalement, c'est pas si cool que ça, là. Mais là, 15 ans, là, c'était vraiment... En tout cas, il y a Fanny Bean qui est bien contente dans le chat d'avoir du Star Wars sur la Switch. Ouais, c'est ça. Puis elle aurait beaucoup aimé avoir Lego Star Wars sur la Switch. Ouais, mais je pense qu'ils vont les sortir quand il va sortir l'épisode 9. C'est ça, il y a le nouveau, là, Lego Star Wars, pas mal sûr qu'ils vont faire qui va sortir, là, qui a les 3 trilogies dedans, là. Oui. Ouais, c'est ça, ils ont annoncé l'ensemble et tout, donc ça, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'ils sortent sur Switch aussi, parce que c'est pas des jeux qui sont très gourmands techniquement, en fait, donc ça doit pouvoir tourner sur Switch. Si ça sort sur le iPhone, ça devrait sortir sur la Switch. C'est ça. Excellent. Autre nouvelle de jeux vidéo, on a parlé un peu, Danny te l'a mentionné brièvement, Battlefront. On a eu quelques nouvelles concernant Battlefront 3, et qui en aura pas. Voilà. En fait, c'est que il y a eu la Gamescom, puis ils ont interviewé le designer Dennis Brandval. Puis vous vous souvenez de Battlefront 2, la controverse qu'il y avait eu lors du lancement, les loot box, le contenu payant. Puis et DICE avait dit oups, après la critique des fans, ils ont changé leur programme, puis ils ont enlevé toute la partie payante. Puis justement, c'est le designer principal, le directeur du design, il dit que bon, à l'époque, autant avec Battlefield et tout ça, c'est que t'as une séquence d'étapes d'un jeu vidéo, donc t'as les Season Pass, les DLC, les expansions, des patchs, puis après tu fais une nouvelle version du jeu. Mais il dit maintenant, l'industrie a changé un peu, et puis du moins dans le cas de Battlefront, il préfère améliorer le jeu, à rajouter de la valeur au jeu en changeant des choses qui fonctionnent moins bien selon le feedback des joueurs, puis de refaire régler le problème au lieu d'attendre à une suite pour faire le changement. Donc il dit présentement on n'a absolument pas de Battlefront 3 à l'horizon. Moi personnellement je trouve que c'est bien comme ça. Ajouter des maps, des personnages, des vaisseaux à la place, je pense que c'est ça que les fans veulent, puis améliorer, ajouter un style de jeu s'il faut, mais je pense que ça vaut pas la peine de refaire un Battlefront jusqu'à ce que les consoles changent drastiquement. Là. Ouais, puis qu'il y a une nouvelle génération. Ouais, c'est ça. Puis je pense que comme tu dis, la différence avec Battlefront et Battlefront 2 est vraiment minime. Là.
autre le fait que Battlefront 2 ils ont ajouté une campagne. Là. Mais je veux dire, t'sais, le Battlefront 2, c'est comme le multijoueur, c'est comme un gros update du premier. Là. Fait que c'est bien plus le fun qu'il sorte, qu'il continue à updater ou qu'il sortirait un update. Moi, je serais bien content qu'il dirait, OK, on sort pas un nouveau jeu, mais on a un nouveau un pack, là, genre, là, que, il y a genre 5 nouvelles cartes, il y a X nouveaux personnages, blablabla, puis ça coûte genre 20$. Ben, écoute, pour ça, je le payerais. Honnêtement, c'est un peu ça déjà depuis le début qu'est sorti Battlefront. Enfin, si on prend le moment où il est sorti Battlefront 2 et aujourd'hui, il y a quand même énormément de contenus qui sont sortis depuis. Puis en plus, tu peux vraiment t'en tirer pour un jeu que sans payer trop cher a vraiment beaucoup de contenu maintenant, quoi. Fait qu'entre repayer un nouveau jeu qui va être quasiment le même au prix fort de 70 ou $90 ou 70€. Ou acheter un jeu, parce que moi, Battlefront 2 sur PC, je l'ai payé comme 14€, je crois, quelque chose comme ça. Plus, bah, si tu veux acheter des maps en plus, un peu, mais ça coûte même pas cher maintenant, parce qu'au fur et à mesure, ils descendent. Donc, moi, je suis content de cette annonce-là. Là. Honnêtement, le contenu qu'il y a maintenant, il y en a quand même. Alors, c'est une bonne nouvelle, puis qui continue, en espérant qu'il continue d'amener du nouveau contenu à Battlefront 2. Je sais qu'il est supposé avoir du contenu pour Rise of Skywalker au mois de décembre. Et je sais qu'il y a aussi la planète Felucia là, qui apparaît ce mois-ci. Donc, excellent. Alors, on a parlé de Lego Star Wars. Ben, ils ont annoncé un nouveau jeu mobile, Lego Star Wars, qui s'appelle Lego Star Wars Battles. Fabien, si tu peux nous donner les détails de ce jeu. Ouais, alors ça a été un peu la petite surprise que personne s'attendait, en fait. Ils nous ont Ils nous ont annoncé un jeu mobile avec Lego, Star Wars Battle, ça s'appelle. Bon, ça a pas l'air d'être le jeu de l'année, mais bon, ça a l'air quand même d'être assez fun. En fait, j'ai regardé, il y a une bêta qui est sortie, donc il y a certains joueurs qui ont pu déjà tester un peu le jeu. J'ai regardé un peu une vidéo cet après-midi, ça a quand même l'air assez cool. C'est une sorte de Clash Royale, un peu dans le gameplay, ça ressemble un peu à ça. En gros, t'as une petite map qui est comme verticale, puis tu joues réellement c'est du joueur contre joueur, donc tu joues vraiment contre un autre en ligne. Puis tu dois construire une petite tourelle, développer, engager des unités selon l'argent, l'énergie que t'as et qui se remet pour aller battre l'adversaire en fait. Donc forcément ils annoncent que il y aura tout un tas de héros, tout un tas d'unités différentes, tout un tas de véhicules différents, etc. Donc tout ça dans l'univers un peu Lego Star Wars, donc toujours un petit peu humoristique, un peu fun. Tu peux par exemple déployer des hordes de porgs qui peuvent attaquer ton ennemi. Donc ça, j'ai trouvé ça quand même assez drôle. Donc en plus c'est des unités qui coûtent vraiment pas cher a priori versus des soldats ou des choses comme ça. Donc voilà, en gros ils nous annoncent aussi de la customisation de cool. personnages, de véhicules, etc. Avec plus tu vas accumuler d'expérience et plus tu vas pouvoir améliorer tes vaisseaux, tes tourelles, etc. Donc voilà, ça a l'air, c'est plutôt beau de ce que j'ai vu, ça a quand même l'air fun. La critique que j'ai vue, la vidéo du gars avait l'air de dire que c'était quand même très cool à jouer et que lui, c'était pas un grand fan de jeux mobiles, mais que là, pour le coup, ça l'avait pas mal convaincu cette bêta. Ça reste une bêta, donc on va voir ce que ça va donner quand ça va sortir. J'ai pas de date exacte. Je suis en train de revérifier en ce moment même sur le site de StarWars.com, mais je crois pas, mais c'est prévu en 2020. Voilà, si c'est écrit prévu 2020, mais pas d'exact date, sûrement en début d'année, quoi. Donc voilà, je vais mettre quelques images sur le chat, sur le Discord, si vous voulez regarder ça, même pour ceux qui nous écoutent en replay, en podcast. On vous rappelle que si vous voulez regarder par la suite les images qu'on partage, elles sont toujours présentes. Excellent. Alright. Je pense c'est cool, c'est un petit jeu cool, tu sais, si t'as 10-15 minutes à attendre ou quoi que ce soit, tu peux te faire une petite partie. Si on passe maintenant côté collection, on a eu les premières images des figurines vintage pour le film Rise of Skywalker qui ont fuité. Donc, je vais mettre l'image sur le forum. OK. Donc, sur l'image,
On voit que côté vintage, il va y avoir un chevalier de Ren. Et il va y avoir aussi... je suis la misère à aller, mais c'est Zori Bliss. Il va y avoir Poe Dameron, Rey, le Sith Trooper, évidemment. Et c'est pas mal ça. Donc ça, c'est les 5 premières figurines vintage qu'on va voir pour Rise of Skywalker. Je sais pas si ces figurines-là vont être disponibles au Triple Force Friday ou s'ils vont être disponibles quelques jours, quelques semaines après. Là. Mais c'est les premières figurines qu'on devrait voir pour Rise of Skywalker. Et du même coup, il y a les figurines Black Series du Triple Force Friday qui ont paru. Donc, il y a 8 figurines qui vont paraître, les Black Series 6 pouces. Il y a le Mandalorian. Il y a je vais pas mettre toutes les images parce que, je veux dire, on les connaît, les personnages. Une couple qui sont intéressants, dont celle-ci que je vais mettre, c'est un Jawa Off-World. Donc, c'est un Jawa qui a les yeux rouges et non les yeux jaunes comme les autres. Et d'après moi, c'est juste un Jawa qu'on retrouve pas sur Tatooine. Puis c'est pour ça qu'ils l'appellent le Off-World Jawa. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'on le voit même dans la bande-annonce. Bah, c'est sûr que dans celle de célébration, c'est sûr qu'on en voit. Par contre, je me rappelle pas si on en voit aussi dans ouais, c'est ça. Dans la plus récente. Je sais pas si c'est dans la bande-annonce, la première de célébration qu'on voit le Jawa aux yeux rouges ou si c'est dans la plus récente. Autre figurine, il y a Rey, version épisode 9 avec Dio, qui est le petit droïde là, qu'on a vu qui va être avec BB-8. Il y a Kylo Ren, qui est Supreme Leader Kylo Ren. Il y a pour le jeu Jedi Fallen Order, donc il y a celle-ci, qui est la Second Sister, Inquisitor. OK. Qui est quand même assez cool comme personnage. C'est-tu la même que dans Rebels? Ça? Non, c'est... Celle qui était jouée par Sarah Michelle Gellar? Non, ça, c'est la 7e sœur. Ouais, c'est ça. La deuxième sœur, elle, on l'a vu dans la série Darth Vader de Marvel. OK. Puis, je pense il me semble qu'il s'était mentionné qu'on l'a vu aussi ailleurs, je me rappelle pas où. Mais je sais que c'est ça, la série Marvel, on la voit. Puis, c'est ça. Donc, il va y avoir aussi le Sith Trooper qui va être dans son l'emballage régulier Black Series. Un Stormtrooper du premier ordre encore, comme s'il n'y en avait pas assez. Et le dernier, qui est le personnage principal du jeu Jedi Fallen Order, qui est Cal Kestis. Donc, il va être disponible avec son petit droïde. Donc, ce sont les 8 figurines qui vont être disponibles la journée du Triple Force Friday. Et vu qu'on connaît Hasbro et leur agressivité à sortir des figurines, il va en avoir au moins une vingtaine d'autres qui vont paraître d'ici Noël. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas une figurine d'un jeu vidéo. Ouais, hein? Il avait fait... souvenir, hein? C'est ça que j'étais en train de demander. Il avait fait comment elle s'appelle? L'héroïne de la campagne de Battlefront 2. Edine Versio. Ouais, c'est ça. Qui était exclusif. C'est ça que j'étais en train de me demander s'il l'avait fait en... Ouais, il était exclusif. Je pense qu'il l'avait fait. Peut-être pas 6 pouces, par exemple. Ouais, il était 6 pouces, c'était exclusif à EB Games. OK. Puis, il avait fait pour Battlefront 1, il avait fait un des Shock Troopers. Puis, la deuxième sœur, là, la Second Sister, elle va être exclusive à EB Games aussi. Ces exclusivités. Ouais. Ouais, enfin, tu sais, regarde, c'est des semi-exclusivités parce que regarde le Boba Fett qui était exclusif à, c'était quoi, la San Diego Comic Con, que finalement ils vont être disponibles en France en commande à je sais plus quel truc, etc. Enfin, déjà la Comic Con France, je crois, puis je sais plus trop où là que c'était mis. Donc moi ça me fait rire parce qu'ils annoncent des exclusivités au début, puis finalement tu te rends compte que 1 ou 2 mois après, tu vas les retrouver dans exactement le même dans d'autres lieux, en fait. Ouais, ben écoute, ils sont pas faciles comme le Boba Fett, le 40e anniversaire, là, au Fan Expo à Toronto, il en vendait 20 par jour. Fait que si t'es pas là dans les 10 premières minutes, là, tu l'as pas. C'est ça.
Alors que tu vas pouvoir le retrouver, c'est ça, il me semble. Je crois que c'est le Boba Fett. Hein. Je pense que c'est ce Boba Fett-là. Malgus qui est dans le chat, tu vas pouvoir me le confirmer peut-être, mais il me semble que il est commandable sur un site en France, dans un magasin ou quelque chose comme ça, en plus d'être dispo à la Comic Con Paris. Donc, ce qui est un peu débile parce que ça veut dire qu'ils auraient pu en mettre plus à Fan Expo. Ouais. En fait. Anyway. Il y a Malgus dans le chat qui dit que ce qui est intéressant avec le Jawa, c'est que le Jawa puis le Tusken sont d'origine native de Tatooine, donc d'en voir un ailleurs est vraiment unique et il doit être drôlement débrouillard pour quitter la planète en fait. Ouais, puis merci Malgus de confirmer que les Vintage vont être disponibles aussi au Triple Force Friday. Je savais pour Black Series, mais je n'étais pas sûr pour Vintage Collection, fait merci de confirmer ça. En théorie, ça devrait être disponible. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça va coûter cher au Triple Force Friday. Parlant de coûter cher, Lego. Quel lien incroyable! Quel lien incroyable, hein? Ouais. Lego qui ont décidé de faire un autre Ultimate Collector Series, je pense, c'est ça? C'est ça, UCS, Ultimate Collector Series? Ouais, c'est ça. Un Star Destroyer. Oui. Qui va coûter les 2 bras puis 2 jambes. Exactement. Donc, c'est... Et tes 2 reins aussi. Ouais, c'est ça. C'est le deuxième Star Destroyer qu'ils font. L'autre est plus disponible depuis très très longtemps. Donc, Lego, la semaine dernière, a annoncé son 3e plus gros set Lego Star Wars ever, qui est le set numéro 75252 USC Imperial Star Destroyer, qui a 4784 pièces, et puis qui va être disponible pour les membres VIP de Lego dès le 18 septembre, donc très la semaine prochaine ou l'autre semaine suivante. Et puis à tous les gens le 1er octobre prochain, pour la modique somme de 699 $ US, donc à peu près 800 canadiens, qui est quand même assez cher. Côté dimension, il est 17 pouces de haut, 16 pouces de largeur et 43 pouces de long. Donc en métrique, 43 cm de haut, 66 cm de largeur et 109 cm de long. Donc légèrement au-dessus d'1 mètre de long. Donc c'est assez incroyable. Mais ça fait une belle bête. Hein? Ouais, écoute. Il inclut un tantificate à l'échelle du Star Destroyer. Tu as des tourelles mobiles, tu as l'antenne du tractor beam qui est rétractable. Tu as seulement 2 minifigs par contre qui accompagnent le Star Destroyer sur la base. Mais il n'y a pas de jouabilité dans ce set-là de Lego. C'est vraiment une pièce d'exposition, d'exhibition pour montrer à tes amis, etc. Ouais, mais c'est scandaleux pareil. Enfin, honnêtement, tu payes 800 €, 700 € un UCS comme ça. Ils pourraient quand même faire l'effort de faire des petits cadeaux et de mettre plus de minifigs. Même si c'est pas pour de la jouabilité, on sait que les fans collectionnent aussi les minifigs et d'ajouter, je sais pas, Darth Vader. Ouais, genre. Non, mais déjà de base, tu devrais avoir Vader. Éventuellement, tu rajoutes l'empereur, même si c'est pas forcément très logique, mais tu pourrais rajouter l'empereur, des Storms, tu peux rajouter Moff Tarkin, peu importe, tu vois. Les soldats rebelles. Tu pourrais faire. C'est ça. Ouais. Fais quelque chose quoi avec ça et tu peux même rajouter genre Leia en épisode 4 quoi. Parce qu'il y a le petit Antive, donc ça aurait été logique qu'ils mettent plus de minifigs que ça. C'est un peu triste, je trouve. Puis je vous suggère aussi d'aller sur YouTube et chercher sur la chaîne officielle de Lego. Tu as une entrevue avec le créateur du Star Destroyer, qui est Henrik Anderson, qui est le designer du set. Puis j'ai noté quelques trucs par rapport justement à ce gros set Lego. Donc, il n'y a pas eu à créer de nouvelles pièces Lego pour ce set-là. Donc, ce sont toutes des pièces Lego qui existaient déjà. Mais ils ont dû en recoloriser certaines en gris. Donc, parce que si vous regardez, il est vraiment tout gris, le modèle au complet. Ouais. Sauf quelques pièces à l'intérieur. Il s'est vraiment basé sur la maquette Studio Scale du Star Destroyer de A New Hope. Il a consulté plein de livres où est-ce qu'il y avait des photos de référence de cette maquette-là. Qui avait été photographié, donc c'est vraiment basé sur des photos de la maquette qui a servi pour le film. L'antenne du rayon tracteur, au départ, dans le film, une espèce d'antenne sur le dessus du pont était levée, tandis que dans la plupart des photos, dans les photos de référence, était rétractée vers le bas. Donc, il a décidé de la faire rétractable, donc les deux positions sont possibles. Donc, si vous voyez dans la vidéo, l'antenne sur le dessus entre les deux
Shield Generator, elle est rétractable. En plus du Tantive 4, il y a aussi un petit TIE Fighter amarré dans le hangar. D'ailleurs, tu peux amarrer aussi le Tantive 4 dans le hangar. Il n'est pas à l'échelle, par contre, le TIE Fighter, mais ils ont fait le TIE Fighter le plus petit qu'ils étaient capables de faire avec des Lego, apparemment. Donc, c'est un petit TIE Fighter. Il est noir, par contre, si vous regardez la vidéo. Donc, ça fait plus un petit TIE du First Order plus que de l'Empire. Mais bon, ils ont vraiment fait quelque chose de vraiment petit. Aussi, un des objectifs pour ce modèle-là, c'est qu'il soit assez solide pour le soulever. Je sais pas si vous avez vu pour le Tantive 4, il s'était servi du radar pour le soulever. Tu sais, le radar est devenu une poignée pour soulever le Tantive 4, UCS. Bon, dans ce cas-ci, ils ont fait le modèle assez solide pour que tu puisses le soulever à la main et pour le nettoyer principalement et aussi pour le montrer à tes ennemis. L'échelle du modèle a été basée sur la pièce du dôme radar en dessous de la coque. Je sais pas si c'est l'espèce de rond en dessous, en arrière du hangar. Ben, c'est les gros radars des Lego classiques, là. Donc, il s'est basé sur cet élément-là, puis il a bâti l'échelle autour de cet élément-là. Autre chose intéressante de ce modèle-là, c'est que la structure interne est construite avec des Lego techniques. Donc, c'est une des premières fois qu'ils utilisent quasiment tous des Lego techniques à l'intérieur pour avoir une structure plus solide, justement à cause du poids. Comme il dit dans l'entrevue, il dit dans l'espace, le Star Destroyer n'a pas de gravité, il ne travaille pas avec la gravité, mais sur Terre, il faut vraiment qu'on fasse une structure solide pour que ça se tienne, ce gros modèle-là. Donc, tu peux le lever versus, par exemple, le Faucon UCS, le nouveau. C'est très, très délicat à soulever, ce Faucon-là. Parce qu'il y a vraiment des pièces, puis il peut craquer très facilement, se défaire. Donc, celui-ci est facilement... tu peux le lever plus facilement. Mm-hmm. Finalement, il conclut pour dire que c'est pas un set qui est vraiment difficile à monter, mais c'est plutôt long à monter parce que pratiquement toutes les pièces sont grises. Donc, quand c'est étalé sur une table, tu peux prendre beaucoup de temps à essayer de trouver la pièce que tu cherches. Parce que c'est toute la même couleur. Ouais. Donc, c'était vraiment un beau modèle. Malgus vient de mettre la vidéo sur YouTube dans le chat. Donc, allez voir ça. Ça dure à peu près 5 minutes. C'est très, très intéressant à voir le modèle puis l'explication du designer en chef de ce modèle-là. C'est vraiment intéressant. Bel job Lego. Ouais. En tout cas, il est vraiment très, très beau. Il fait rêver, quoi, mais faut avoir de la place pour l'exposer aussi, mais il est vraiment magnifique, quoi. Excellent. Alors, si on reste dans le sujet de Lego, on a vu l'image d'un des Lego, 7 Lego qui sera disponible au Triple Force Friday. Il s'agit du Lego AT-ST Raider pour la série de Mandalorian. Fait que Fabien, je sais pas si tu peux nous décrire un peu c'est quoi ce AT-ST? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Oui, alors donc effectivement c'est comme un leak du Triple Force Friday aussi pour ce Lego-là. C'est un élément qu'on n'avait pas vu. En fait, on avait vu dans la bande-annonce qu'il y avait un AT-ST, mais on le voyait mal. Si mes souvenirs sont bons, c'était un peu de nuit, etc. Donc là, on le voit. En fait, il a comme des bandes, enfin les pattes qui sont rouges en fait, avec une espèce de traits, un peu comme des peintures de guerre en fait. Il fait un peu comme s'il était un peu fait de briques et de broc ou quelque chose comme ça. C'était un peu bizarre, je trouve, mais bon, après, sinon, ça reste un AT-ST assez classique quand même. Il est quand même plutôt joli, je trouve. À noter que on a le droit à 4 mini-figurines. Qui est plus que le Star Destroyer. Ce qui est déjà plus que le Star Destroyer, ce qui est quand même assez incroyable, quoi. Alors que j'imagine que le prix sera pas aussi élevé que celui du Star Destroyer. Donc on a Cara Dune, le Mandalorien, puis deux soldats. On les voit pas très très bien sur la photo, mais je me demande si justement c'est pas des Transdoshan ou quelque chose comme ça. Peut-être, ou s'ils ont l'air d'être des aliens, probablement en fait. Les pilotes du AT-ST ou du marcheur. Ouais. Mais si c'est les pilotes, ça serait donc pas des pilotes de l'Empire, ça serait pas un AT-ST de l'Empire, mais comme qu'aurait été récupéré par une autre faction, comme des rebelles, enfin des rebelles dans le sens pas rébellion, mais dans le sens qui ont leur propre faction un peu de chaque côté. Il a quand même des espèces de peintures de guerre, enfin des espèces de motifs sur le dessus aussi sur la cabine, donc on peut imaginer un peu que c'est ça. Ouais, c'est ça j'allais dire, le fait qu'il y a des motifs dessus, c'est certain, c'est pas l'Empire.
Non, j'ai l'impression qu'ils ont pris des morceaux, on dirait quasiment des morceaux d'un véhicule de construction, tu sais, avec les bandes reflétantes, quelque chose, qu'ils ont récupéré pour changer les pattes. Ouais, c'est vrai. Puis surtout qu'il y a une patte qui est... Alors, je sais pas si c'est la photo qui fait ça, mais il y a l'air d'y avoir une patte qui est rouge et l'autre qui est plus brun, en fait. Donc ça fait vraiment un peu plus de briquet de broc, en fait. Mais je pense que ça va être vraiment l'ambiance de la série. Tout va être refait avec des morceaux, là. C'est d'ailleurs un des trucs que j'aime beaucoup, en fait, de ce que je vois pour l'instant de Mandalorian, c'est cette espèce de feeling un peu à l'ancienne de récupération. C'est ça, c'est ce qu'on voyait aussi dans la trilogie originale. C'est ça, ouais. Puis je pense que c'est aussi un des trucs qui attire le monde, en fait, dans ce qu'on a vu. Il y a beaucoup de personnes qui sont pas super fans de la nouvelle trilogie, mais qui ont adoré, par exemple, Rogue One, et des fans de l'ancienne trilogie qui semblent être... justement conquis pour l'instant dans ce qu'ils voient sur The Mandalorian, donc mais voilà, rien d'autre vraiment à dire sur ce set là, à part que ça fait un petit ATST de plus. Ouais, c'est ça. Puis il va être disponible dans quelques semaines seulement. Donc exactement. Excellent. Donc la dernière nouvelle que nous avons pour ce soir, c'est concernant le jeu de miniature X-Wing. Non. Donc le jeu de fantasy. Ça faisait longtemps quand même qu'on n'a pas eu de nouvelles sur les miniatures. Non, mais... c'est mon portefeuille qui est un mois? Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est une nouvelle quand même assez courte. C'est juste pour annoncer qu'ils ont fait différents decks de dommages, tout dépendamment de l'équipe que tu te fais. Donc, ils ont fait un deck aux couleurs des rebelles, un deck aux couleurs de l'Empire, un deck aux couleurs... Donc, les différentes factions que tu as dans le jeu, il y a un deck pour chaque faction. Les cartes sont sensiblement les mêmes, donc il y a pas des cartes particulières, exemple, pour les rebelles puis l'Empire. C'est tout le même type de dommage. C'est juste que ils ont mis un petit graphique, un petit dessin graphique sur la carte qui montre où le dommage se fait sur ton vaisseau. Donc, exemple, Damage Engine, ben tu vois que pour l'image qui montre, l'exemple qui est pour la faction Scum, ben là il pointe le vaisseau, puis là il te pointe si où que le dommage est sur le vaisseau. C'est comme un plan du vaisseau que tu vois là. Donc puis le landau de la carte ben est aux couleurs de la faction. Donc c'est du bonbon, hein, c'est ça, c'est du bonbon pour ceux qui jouent vraiment au jeu. Ouais, c'est ça, c'est pas une nécessité du tout pour le jeu. C'est juste que ça fait cool comme set de cartes. Je sais pas, depuis il n'est pas mentionné combien ils vont vendre ces petits paquets de cartes. Donc ça va être disponible au courant du quartier numéro 4, donc d'ici la fin de l'année. Ça devrait être disponible pour le jeu X-Wing miniature. Heureusement que j'ai pas mal arrêté de jouer, mais je suis rendu que je collectionne seulement les miniatures maintenant, donc j'ai hâte au Y-Wing, l'espèce de Y-Wing Clone Wars, là. Il a l'air vraiment beau. Ouais, il devrait paraître bientôt, là, parce que si tu vas sur le site de Fantasy Flight, ça dit que ça fait quelques semaines là, que ça dit qu'il est on the boat. On the boat. Depuis le mois de juin. Fait que... ouais, c'est ça. Carrément ça. Donc, c'est sur ceci que nous allons conclure cette édition de Star Wars en direct. Comme toujours, si vous avez des suggestions, commentaires ou réactions sur les divers sujets que nous avons discutés, contactez-nous à l'adresse studio@starwars.direct ou vous pouvez laisser votre message sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, notre chaîne YouTube et sur notre serveur Discord. Et surtout, n'hésitez pas à partager nos épisodes sur vos réseaux sociaux. Parlant de Discord, on rappelle que vous pouvez joindre notre communauté sur notre serveur Discord et vous pouvez écouter aussi nos émissions live. Et de plus, vous pouvez porter les couleurs de Star Wars en direct si vous allez à notre boutique à starwars.direct, section boutique. On rappelle que Star Wars en direct sera à l'Expo Galaxy le 28 et 29 septembre. Et nous allons faire un enregistrement live le samedi 28 septembre. Donc, si vous voulez, si vous êtes dans le coin, venez nous rencontrer. Nous allons être là. Ça va nous faire plaisir de discuter avec vous. On rappelle que Star Wars en direct est disponible sur les plateformes iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcasts et Apple Podcasts. Et on remercie encore une fois nos partenaires Mint Box, Star Wars Holonet, SiteClan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que le Space Trash Show.
Donc, de la part de Fabien, Danny et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.